Et voilà qu'il y a quelques jours, le magazine, le journal, le quotidien Aujourd'hui et Le Parisien nous révélait qu'alors que tout le monde s'agitait à Ajaccio, au musée des Beaux-Arts, pour terminer d'installer l'exposition Napoléon au bivouac, prévue jusqu'au 12 mai, un gardien, soudain, s'assied sur la pièce vedette, le fauteuil de campagne de l'empereur, et le casse. Le cuir rouge de l'assise se déchire, nous dit Le Parisien, et les montants de bois du fauteuil datant de 1808 sont détériorés. À quoi rêvait l'employé indélicat? S'est-il pris pour le plus illustre des fils d'Ajaccio? L'histoire ne le dit pas, gardé secret. L'incident avait été révélé par le quotidien Corse Matin. Et bien voilà qu'à votre tour, on pourrait dire, au fond, Lionel Jospin, que vous vous êtes assis, vous avez tenté peut-être de vous asseoir sur le fauteuil impérial, et que, à votre tour, patatras, vous en cassez quelques-unes des articulations. Ben oui, au fond, voilà, Napoléon Bonaparte est un grand homme, peut-être, mais enfin, qui n'a pas été, dites-vous, à la hauteur politique de ses ambitions militaires, pas à la hauteur de ses ambitions économiques. C'est, on pourrait dire, pour le dire assez vite, le sujet de votre livre, Lionel Jospin, intitulé « Le mal napoléonien », qui paraît aujourd'hui en librairie aux éditions du Seuil. Dans cet ouvrage, vous tentez de porter un regard objectif, quoique sur l'empereur Napoléon et sur son héritage, afin d'éclairer davantage la lumière de notre ère du temps et du présent, mais tout de même, dites-vous, en essayant de ne pas basculer ni d'un côté, la légende dorée, ni de l'autre, la légende noire. Alors certes, Napoléon a connu sa gloire, il l'a même construite de ses mains, mais hélas, 3 fois, hélas, selon vous, ses ambitions n'ont pas finalement servi durablement ni la France, ni l'Europe. Alors faut-il ranger Lionel Jospin, Balzac, Hugo, Chateaubriand, Stendhal, d'Ormesson au placard? Y a-t-il en France une fascination malsaine pour Bonaparte ou pour Napoléon et sa légende? Et à force de s'asseoir dans son fauteuil, ne risque-t-on pas de le casser pour de bon? Quelle mouche vous a piqué à écrire ce mal napoléonien? Dois-je dire, monsieur le Premier ministre, selon le protocole? Non, c'est pas indispensable. Je suis sans fauteuil ici, sauf le vôtre. Moi, je pense que je n'ai plus maintenant à m'exprimer dans la vie politique française de façon régulière, et d'ailleurs je ne le fais pas. Je n'ai pas à polémiquer avec l'opposition, sauf si elle critique de façon, à mes yeux, injuste ou inexacte mon action passée. Je n'ai pas à abreuver la majorité, dont je suis solidaire, de mes conseils, de mes remarques. Et pour autant, je m'intéresse à mon pays et je m'intéresse beaucoup à son histoire. Et ça fait très longtemps que j'ai été frappé par le contraste que vous évoquiez à l'instant entre la gloire exceptionnelle de ce personnage, d'ailleurs lui-même exceptionnel, et les conséquences réelles de son trajet météorique, 15 ans, pour la France et aussi pour l'Europe. Et donc j'ai voulu, mon angle de vue au fond, peut-être parce que je suis un ancien responsable d'État, a été de me situer non pas par rapport à Napoléon lui-même, je n'ai pas fait une nouvelle biographie, mais par rapport aux intérêts de la France. Au fond, est-ce que ces 15 années du consulat et de l'Empire ont servi les intérêts de la France ? Et à l'évidence, si se livre à cet examen, la réponse, elle est non. Alors ça, nous ferons le détail de ces réponses non, justement, à l'action de Napoléon. Mais tout de même, vous dites qu'il y a quelque chose qui vous intrigue, au fond, c'est cette espèce d'imaginaire, et vous êtes intrigué par la marque que Napoléon a laissée sur l'histoire de notre histoire contemporaine. Est-ce que vous pensez, au fond, que si l'on parle aujourd'hui d'un mal de la démocratie, si l'on parle aujourd'hui d'un retour des populismes, si l'on parle d'une faiblesse des pouvoirs politiques constitués, est-ce que vous pensez que tout cela vient au fond d'une surinterprétation de ce qu'aurait été une puissance du pouvoir incarné par Napoléon qui serait aujourd'hui perdue, et que la tentation d'un recours à ce qu'on appelle, je sais pas, l'autorité bonapartiste ferait défaut? D'un saut, vous bondissez vers la fin de mon livre, ce qui n'est peut-être pas la meilleure façon de le lire, si vous voulez. Il faut peut-être établir d'ailleurs d'abord les bases de son examen. Il est clair que les conquérants fascinent toujours. Quand ce conquérant est nôtre, quand il a écrit des pages militaires glorieuses, il fascine davantage. Et donc on peut établir un rapport entre
une certaine relation de la France à sa grandeur passée et ses interrogations aujourd'hui sur son identité. Mais peut-être faudrait-il parler d'abord de ce que je dis de la période napoléonienne avant de se livrer à des spéculations immédiates qui me feraient rentrer dans le champ dans lequel je ne suis plus. Vous dites au fond que toutes les tentatives de Napoléon de moderniser un État, certes, ont été réelles, parce qu'on ne peut pas quand même oublier, hein, quand on fait la Banque de France, la Cour des comptes, le franc Bonaparte, quand on fait les départements, on inscrit un pays dans ce qu'il est encore au fond aujourd'hui, et vous dites au fond il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il n'avait qu'une ambition, c'était la guerre, et que sa question, et la question de l'économie par exemple, ne l'intéressait pas, et qu'au fond, vous dites qu'on en souffrirait aujourd'hui. N'y a-t-il pas un anachronisme à vouloir comparer la situation économique et l'action économique de Napoléon autrefois avec la situation actuelle? Oui, c'est bien pourquoi je ne le fais pas dans mon livre, aucunement. Mais en quoi souffrirait-on d'un mal napoléonien aujourd'hui sur les bases qu'il aurait jetées il y a 250 ans? La passion de Napoléon, ce qui construit sa gloire, c'est la guerre. Donc la première question que je me pose, c'est pas celle d'une actualisation par rapport à l'économie aujourd'hui. C'est la question de savoir si au bout de 15 ans de conquête, la France est plus forte ou si elle est moins forte. Et vous dites qu'elle est moins... Mais elle l'est très clairement. L'empire construit à travers l'Europe s'effondre en quelques semaines. Tous ceux que Napoléon a battus, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, en 1815, s'agrandissent. Les Russes, une partie de la Pologne et la Finlande. Les Autrichiens retrouvent toutes leurs possessions italiennes. La Prusse, qui était au nord et à l'est de l'Europe, descend sur le Rhin, c'est-à-dire vient au contact de la France. Et ça sera lourd de conséquences pour l'avenir. L'Angleterre règne sur les mers, devient la première puissance mondiale. Et la France, elle, est isolée, battue et en plus détestée parce qu'elle a dominé l'Europe. Donc si l'on regarde ce constat, qui est le jugement premier qu'il faut porter sur un grand conquérant et sur un grand militaire, du point de vue des intérêts de la France, ça a été un échec. Pourquoi ? Parce que Napoléon n'a pas su borner ses ambitions, qu'il n'a pas fixé clairement ses buts de guerre, si bien que les frontières naturelles, notamment le Rhin, qui avait été conquis par la Révolution et que Napoléon Bonaparte, appuyé sur son génie militaire, sur la puissance de la France, avait tout à fait les possibilités d'imposer à ses adversaires partenaires, même ses frontières naturelles sont perdues, et la France, au bout de 15 ans de bataille, de 600 000 morts, est ramenée aux frontières de l'Ancien Régime. Et vous dites au fond même qu'il nous fait retarder notre propre révolution industrielle. C'est-à-dire que... on sait que la révolution industrielle en France a été plus tardive qu'en Angleterre. Ça n'est pas dû seulement au passage de Napoléon. Il y a d'autres facteurs qui ont pu jouer. Une révolution agricole s'est produite plus tôt en Angleterre. Le rassemblement du capital a été différent. Et donc, il y a eu d'autres facteurs qui ont joué. Mais ce qui est vrai, c'est que pendant cette période, Napoléon est intéressé d'abord par la guerre et pas d'abord pour le développement économique. Dans ce sens, la révolution industrielle commencera plus tard, 15 ans plus tard, en 1830, et d'ailleurs sera accélérée alors quand même par le neveu, c'est-à-dire par Napoléon III à partir de 1850. Mais alors, est-ce que Napoléon sauve ou enterre la révolution ? Bien, un certain nombre d'acquis de la Révolution, il les préserve. L'achat des biens nationaux, l'égalité civile, le droit tel qu'il a été élaboré sous la Révolution et qu'il va synthétiser, lui, à travers notamment le Code civil. Donc, sur ce terrain, d'ailleurs, jamais on n'aurait été le chercher. Sieyès a dit nous avons besoin d'une épée pour consolider ce directoire, ce régime issu de la terreur, mais qui était un régime fragile. Donc, il est bien évident que les notables qui avaient fait la Révolution française attendaient de Napoléon qu'il préserve leurs acquis. Mais il y a un point au moins très clair.
surtout pour un régime tourné vers la guerre, sur lequel les principes d'égalité de la Révolution sont abandonnés par Napoléon, c'est l'impôt patriotique, c'est le devoir du sang. C'est-à-dire que, alors que sous la Révolution, tout homme pouvait être conscrit pour la guerre, s'il était en état de combattre, sous Napoléon, et réintroduit le système qui existait sous l'Ancien Régime, à savoir la possibilité pour les plus riches de racheter un numéro, de retarder le départ de leur jeune homme, ou même d'obtenir un remplaçant. Donc là, on a un facteur quand même, dans un régime tourné vers la guerre, d'inégalité profonde qui est en contradiction avec ce qu'était le message de la Révolution de 1789. D'inégalité profonde, dites-vous, et puis vous rappelez aussi toutes les questions tenant à la liberté de la presse, de l'information. Vous dites, au fond, voilà, il y a une coupe réglée, vous n'hésitez pas à parler de forme de dictature. Mais oui, c'est-à-dire que... Surveillance, il surveille tout, il lit tout, il veut tout savoir. Je ne sais pas s'il a à l'époque un petit magnétophone comme on sait aujourd'hui, mais enfin tout de même, voilà, il surveille tout. Il a en tout cas un cabinet noir qui est présidé... un cabinet noir. Oui, un cabinet noir, c'est comme ça que ça s'appelait, présidé par un membre de sa famille et qui ouvre le courrier qui lui paraît intéressant. Fouché, le ministre de la police, est l'âme même d'un système qui devient policier. Et c'est étrange d'une certaine façon parce que Bonaparte, le jeune Bonaparte, appelé au pouvoir pour rétablir la tranquillité publique et la paix aussi à l'extérieur, par une partie des hommes du Directoire, ceux qui vont faire le 18 Brumaire, au fond n'avait pas besoin d'aller si loin. Il était populaire, il ramenait l'ordre, certes une république consulaire un peu autoritaire, mais il n'avait pas besoin de pousser le régime dans le sens du despotisme comme il l'a fait. Et là, cet appétit de domination, au plan intérieur comme au plan extérieur, et d'une certaine façon, la malédiction d'un homme qui, par ailleurs, comme administrateur en France, vous avez rappelé les grandes institutions qui ont été créées, ou comme chef de guerre en Europe, avait indiscutablement du génie. Depuis cette époque-là, il n'y a plus eu jamais de cabinet noir au sein des plus hautes instances de la République. Ça s'est parfois murmuré de votre côté des médias. Je vous pose la question, vous qui connaissez de l'intérieur les allées du pouvoir, Lionel Jospin. Oui, sauf que a priori, mes années au pouvoir ne sont pas associées à des déviations de ce type. Mais tenez, bon ça, nous ne parlons toujours pas du présent. Tout de même, on pourrait quand même imaginer, lire votre livre, que si l'on veut voir le côté plein du verre, Lionel Jospin, je rappelle que tout de même, vous le dites, c'est le premier des très grands réformistes. Napoléon, il crée la Banque de France, le Code civil, les préfets, les sous-préfets, le Conseil d'État, la division du territoire français, l'administration, les lycées, le baccalauréat, les grandes écoles. Le paradoxe, c'est que finalement, Napoléon va contribuer à stabiliser l'État français dans sa couche seconde, celle des hauts fonctionnaires, celle des institutions, celle de l'administration. Et ça va donner à la France, effectivement, une certaine permanence autour de son unité intéressante et significative. On vit dessus. Mais de demander à quelqu'un si on supprime les départements, ce qu'il va vous dire. Bon, le débat a lieu aujourd'hui. Il est sans cesse repoussé. Non, les départements ne sont pas créés par Napoléon, ils sont créés par la Révolution. Oui, mais il institue cette sorte de... Puis-je continuer à vous répondre ? Bien. Et le paradoxe, c'est que c'est au niveau de la société politique que va s'installer, après 1815, une instabilité en France. Parce que... qu'est-ce qui se produit au moment de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire ? Il se produit une lutte entre le vieux principe fondant la légitimité du pouvoir, qui était celui du monarque de droit divin, et puis le nouveau principe qui émerge, qui a déjà émergé 20 ans avant par la Révolution américaine, mais qui naît de la Révolution française, et qui est le principe d'une légitimité du pouvoir appuyée sur la volonté du peuple, sur la souveraineté populaire. Et lui, Napoléon, par son trajet fulgurant, va introduire dans l'histoire politique française une sorte de nouveau fondement possible du pouvoir, qui est celui du César, du sauveur, du chef charismatique. Si bien que ça va créer un trouble dans l'idée politique française
dans l'identité politique française après 1815. Et pendant 60 ans, jusqu'à la Troisième République, la France connaîtra une instabilité politique. C'est-à-dire que ce régime qui s'était créé pour l'ordre, d'une certaine façon, va réintroduire un désordre. Restauration, puis les 100 jours, à nouveau restauration, puis révolution de 1830, à nouveau une deuxième restauration avec la monarchie de Juillet, mais révolution de 1848, deuxième république, mais coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et à nouveau un empire. Et donc, constatons que cette ambiguïté qu'a introduite Napoléon dans les fondements même du pouvoir a été, de ce point de vue-là, aussi négative pour la France. Mais cette ambiguïté perdure, et dans l'imaginaire national français, elle reste extrêmement importante et porteuse de quelque chose que vous considérez alors comme un mal tout de même. C'est le titre de votre livre, le mal napoléonien. Ce qui perdure de cet imaginaire-là. Il est clair qu'à travers le retour du bonapartisme avec Louis-Napoléon Bonaparte, détruisant la Deuxième République comme son oncle avait tué la première, si vous voulez, avec des phénomènes comme ceux du boulangisme, par exemple, va se développer constamment en France un courant estimant que le pouvoir politique doit revenir un chef charismatique, une sorte de sauveur. Et ce courant va alimenter une critique des institutions parlementaires, qui sont souvent instables, et ce courant va perdurer. Et il sera ensuite dépassé par d'autres forces que je n'assimile pas au bonapartisme. Je pense aux ligues, je pense à l'extrême droite. Mais il continue à être présent. Et c'est pourquoi j'examine un certain nombre de figures de l'histoire française, Pétain, De Gaulle, dont je dis d'ailleurs qu'il n'est pas un Bonaparte, puisqu'il restaure la République en 1944-45, et que quand il la menace à la fin de la 4e République et qu'il la remplace, il ne la remplace pas par un régime despotique, mais par une autre République, si vous voulez. Donc j'examine effectivement la trace qu'a laissée cette expérience glorieuse, avec peut-être la nostalgie qu'elle implique. Voilà. Dans l'histoire politique française jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, et sur notre monde contemporain. À 8h15, la chronique de Brice Couturier pour démarrer la deuxième partie. Brice ? Eh bien, c'est justement d'aujourd'hui que j'aimerais vous parler, monsieur Lionel Jospin. On voit bien que vous jugez que la tentation bonapartiste, elle est récurrente dans notre histoire. Craignez-vous, Lionel Jospin, que nous soyons actuellement menacés d'une rechute, et d'où la verriez-vous venir ? Chaque fois que la France a été vaincue militairement ou bien qu'elle a plongé dans une crise globale, à la fois politique, financière et morale, les meilleurs esprits redéploient son histoire dans l'espoir de repérer le moment où s'est produit le dysfonctionnement fatal. Quelque part, sur le chemin parcouru, pense-t-il, une direction erronée a été prise par les dirigeants de l'époque qui pourrait expliquer l'état désastreux où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors pour la droite contre-révolutionnaire, cette erreur d'aiguillage, elle remontait à la Révolution française elle-même. Pour les libéraux, à la bifurcation de cette même révolution vers la Convention montagnarde en juin 1793, et pour la gauche radicale, au contraire, à la chute de Robespierre en Thermidor, soit juillet 1794. Alors pour vous, Lionel Jospin, la grande erreur historique des Français fut de confier imprudemment leur sort à un général corse qui se présentait en homme providentiel alors qu'il allait installer une dictature, décevoir nos alliés naturels en Europe et y déclencher des catastrophes. Mais est-ce que vous attaquez par-delà la personne de Napoléon, c'est une forme de régime politique, le bonapartisme. Alors le bonapartisme, c'est quoi ? La prétention d'un homme à incarner la nation tout entière en se dressant contre les partis. Dans sa proclamation du 19 Brumaire, alors par laquelle il tente de justifier le coup de force et la dissolution par ses troupes du Conseil des 500, le général Bonaparte écrit « J'ai refusé d'être l'homme d'un parti ». Comme on sait, Napoléon jeune homme avait dévoré Rousseau et l'avait érigé en maître à penser. Dans le contrat social, il avait lu que la volonté générale ne saurait s'égarer, mais que les brigues, les associations particulières, bref, les factions, divisent le peuple en catégories hostiles les unes envers les autres
égarent le sens civique et font perdre de vue l'intérêt collectif. Les régimes bonapartistes se méfient des corps intermédiaires, des pouvoirs locaux, des corps constitués, bref, des émanations directes de la société civile. Ces groupes d'intérêt leur semblent menacer l'unité nationale incarnée par l'État. Et c'est pourquoi ils sont foncièrement antilibéraux. Plus généralement, les bonapartistes, qui parviennent souvent au pouvoir à la suite de quelques grandes crises nationales, se posent en réconciliateurs. C'est pourquoi Marx voit dans le bonapartisme une semi-dictature par laquelle la bourgeoisie, incapable de gouverner directement, est contrainte de déléguer le pouvoir. Un système dans lequel la lutte des classes semble connaître une trêve. Ces régimes sont en effet à la fois autoritaires et paternalistes. C'est sous le Second Empire, n'oublions pas, que les ouvriers se voient en France reconnaître pour la première fois le droit de grève par la loi Émile Ollivier du 25 mai 1864. Le bonapartisme, parce qu'il veut incarner l'unité nationale retrouvée, s'identifie à l'État et se concentre sur l'exécutif. Napoléon professait un tel mépris pour les parlements qu'il avait divisé celui qu'il s'était choisi lui-même, en fait, en 3 chambres distinctes, le tribunal, le corps législatif et le Sénat. Le chef charismatique tire sa légitimité d'un appel au peuple par-dessus la tête de ses représentants. À ce titre, il reprend à son compte et rationalise une tradition centralisatrice française héritée de la monarchie absolue et développée sous la Révolution jacobine. C'est enfin un régime d'ordre qui promet la paix civile et sociale au moyen d'un pouvoir fort, voire franchement policier. Il ne fait aucune confiance aux aspirations spontanées de la société. Le bonapartisme, c'est aussi un culte de la volonté, la croyance qu'une poignée d'hommes, menée par un génie visionnaire, peut changer le cours de l'histoire, que les grands conquérants de l'Antiquité, César ou Alexandre, ont trouvé un héritier. Cet individu héroïque est appelé par un élément quasi surnaturel à un destin d'exception, bref, il entend des voix, et c'est pourquoi c'est une idéologie qui trouve son expression esthétique dans le romantisme. Mais son idéologie est ambiguë, parce qu'elle fait coexister un élément irrationnel, cette vocation quasi mystique de l'homme providentiel à sauver la nation, et une politique de la raison. Napoléon Ier est un homme des Lumières qui se passionne pour les sciences, respecte autant les savants, Lavoisier, Monge ou Laplace, qu'il méprise les intellectuels, les idéologues ou les libéraux. Quant à Napoléon III, il sympathise, on le sait, avec les Saint-Simoniens, s'appuie sur des ingénieurs et croit au progrès. Enfin, le bonapartisme, s'il n'est pas réservé à la France, on connaît des antécédents, Cromwell, et des équivalents, Piłsudski, reste quand même une affaire assez française, avec des rechutes, on le disait tout à l'heure, Boulanger. Alors on voit bien, Lionel Jospin, que vous jugez que la tentation bonapartiste, eh bien, elle est récurrente dans notre histoire. Craignez-vous que nous soyons actuellement menacés d'une rechute? Et si oui, d'où la verriez-vous venir? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr, Lionel Jospin. D'abord, je voudrais dire mon accord avec cette remarquable chronique et définition du bonapartisme. Je voudrais aussi, pour justifier d'une certaine façon notre double propos, celui que vous venez de tenir et celui de mon livre, citer le début, les phrases de conclusion du grand maître des études napoléoniennes bonapartistes en France, qui est Jean Tullard, et qui écrit ceci. Face aux périls intérieurs et extérieurs menaçant ses intérêts, la bourgeoisie française, c'est ces termes, hein, moi je ne parle pas en ces termes, je parle plus exactement. Hein, la bourgeoisie française a toujours su s'inventer des sauveurs. Napoléon ouvre la voie à Cavaignac. Cavaignac, c'est un militaire républicain et non pas bonapartiste, mais que la Deuxième République, s'effrayant devant les mouvements des pauvres et des ouvriers, envoie, utilise pour réprimer dans le sang ce qu'on a appelé les journées de juin, ce qui va détourner le peuple, enfin une partie du peuple, et notamment les ouvriers, de la Deuxième République qui était née dans une forme d'enthousiasme, et va faciliter les manœuvres et l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand Napoléon Bonaparte. Je précise donc Cavaignac. Donc, Napoléon ouvre la voie à Cavaignac, Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu, Thiers, ça se discute, Pétain et De Gaulle. Bien, donc c'est Jean Tullard lui-même
qui dit, et qui ajoute d'ailleurs, Napoléon est l'archétype de ces sauveurs qui jalonnent l'histoire de France au 19e et au 20e siècle. Donc je me suis un peu inscrit dans cette continuité, même si je traite paradoxalement peut-être Pétain ou le pétainisme de bonapartisme, entre guillemets, et qu'au contraire, je considère que De Gaulle n'a pas été un Bonaparte, puisqu'il a rétabli la République. Alors, cela dit, cette comparaison-là, pardon, est tout de même très critiquée par Patrice Gallifet, qui vient de publier une biographie de Napoléon, et dans Le Point la semaine dernière, il dit, au fond, il reprend vos termes, il dit « Assimiler Pétain au bonapartisme me paraît une idée baroque, dit Gallifet, pour s'en tenir à l'aspect politique. Il y a à Vichy une dimension revancharde contre la République qui est absente de l'histoire de Napoléon. Il n'a pas renversé la Révolution, dit Gallifet, il l'a consolidée. » Oui, mais bon, Tullard, lui, établit cette filiation. Oui, donc que les historiens napoléonides se discutent ensemble. Moi, ce que je dis à propos de Pétain, c'est que le système politique instauré par la Révolution nationale, avec la chute de la République, la défaite de la France contre les armées allemandes, contre les armées nazies, le régime qui est instauré est un régime de type bonapartiste. Pétain est considéré comme un sauveur, il abolit la République, il s'efforce de transgresser, de dépasser le clivage gauche-droite, il établit un régime autoritaire. Mais qu'est-ce qui éloigne effectivement Pétain du bonapartisme? C'est que dans la réalité de l'histoire de Bonaparte et dans l'imaginaire français, le bonapartisme est associé à la victoire, à la domination. Alors que là, évidemment, Pétain est associé à la soumission, à la collaboration, et ce qui fait que j'établis la distinction. Mais du point de vue de la politique intérieure, je pense que la comparaison reste juste, quoi qu'en dise M. Guénifet. Il fut un temps où on comparait aussi Nicolas Sarkozy à Bonaparte. Oui, non, mais ça, c'est des facilités journalistiques qui font peut-être plus allusion à un style qu'à une réalité politique constituée. Brice Couturier. Mais je n'ai pas répondu du coup à la question de Brice Couturier, qui mérite quand même réponse après sa chronique. Je ne vois pas aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis que le bonapartisme subsiste sous forme de traces, si vous voulez. Je ne vois pas aujourd'hui une menace bonapartiste en France. Mais je dis que dans Même si la crise s'approfondissait. Je ne peux pas me projeter. C'est là où je dis, si la crise s'approfondissait, que les Français se persuadent que la démocratie représentative, que la démocratie pluraliste, même en situation de crise, et pour peu que ceux qui sont responsables du pouvoir répondent aux besoins et aux attentes, reste le meilleur garant pour une harmonie intérieure et pour un rapport au monde qui soit un rapport réaliste, qui soit un rapport adapté. Là où aujourd'hui règnent des dictateurs, c'est le cas au passé en Ukraine pour Yanukovych, si vous voulez, ou des despotes. C'est peut-être le cas aujourd'hui en Russie. Eh bien, c'est la menace, c'est la politique de force, et ça n'est pas le développement économique et harmonieux de la société, comme on le voit par exemple malheureusement en Russie. Donc, si la menace existe, elle est plus latente. Elle prend une forme qui n'est plus maintenant spécifiquement française, vous l'avez rappelé. C'est un peu la réalité de ces mouvements dits populistes, mais à travers l'Europe, et pas seulement en France, mais qui eux aussi sont axés sur la critique des élites, la critique du régime représentatif, et tendent à mettre en avant un chef charismatique supposé, lui, connaître les besoins du peuple et les dire. Et ça reste un danger profond. Mais la République peut se défendre, elle l'a montré dans le passé, à condition de rester fidèle à ce qui est sa raison d'être même, à savoir un gouvernement du peuple, par le peuple, mais pour le peuple. Pardon, mais le 21 avril 2002, selon vous, était-il l'expression d'une tentation bonapartiste du peuple français? J'en ai fini avec le 21 avril 2002. Vous, peut-être pas, non bien avant de venir ce matin dans cette mais émission. Mais la question reste posée de ce qui s'est passé à ce moment-là, et est-ce qu'on en vit encore les dégâts ou pas de ce moment-là, politiquement parlant? Je ne me mets pas en scène. À l'heure où, dans une radio concurrente et amie, on annonce 550 listes du Front National, paraît-il, pour les élections municipales.
Ah ben ça, c'est autre chose. C'est un phénomène dont nous parlons. Le Front National est typiquement l'expression de la droite extrême, mais aussi d'un courant. Et vous l'écrivez noir sur blanc, ça. Vous ne vous cachez pas dans votre poche pour dire que vous êtes, malgré les maquillages... Marine Le Pen n'a gagné aucune bataille dans des guerres extérieures. La grande différence, c'est comme le Bonaparte, ce sauveur suprême qu'incarne le bonapartisme, c'est quelqu'un qui arrive en France revêtu de la gloire que lui ont valu des conquêtes militaires, enfin des victoires militaires. C'est vrai, mais si vous reportez... Ça manque de ces temps-ci. C'est vrai, mais si... Non, qu'à Dieu ne plaise, les victoires militaires ou les guerres en tout cas. Mais c'est vrai, mais si vous relisez mon livre, vous voyez que je parle d'un bonapartisme lié soit à des victoires réelles, soit à des victoires fantasmées. Et ça aussi, ça peut être présent dans la psychologie collective. Agnès Benassi-Carré. Oui. Est-ce que l'héritage que vous décrivez ne nous handicape pas, nous, la France, notre rapport à l'Europe ? Nous, on le sait, nous avons une conception très intergouvernementale de l'intégration européenne, si on peut dire. Et est-ce que nous ne sommes pas quand même un peu décalés par rapport aux cultures plus parlementaires des autres pays et qui posent problème, notamment dans la relation franco-allemande ? Lionel Jospin. Bon, les deux régimes sont différents, indiscutablement, mais je ne pense pas que ce soit la question majeure. Personnellement, reste attaché, comme l'était d'ailleurs Jacques Delors, qui pourtant était un grand Européen, à une Europe des nations. Ah non, mais vous, oui, mais et à la tradition d'une Europe intergouvernementale. Je ne crois pas personnellement à une Europe fédérale. Je n'en vois pas aujourd'hui, en tout cas, le déploiement possible. Et ce qui est en cause en Europe, ce n'est pas aujourd'hui ces institutions, c'est la politique ou la faiblesse de ces politiques. Donc je ne crois pas personnellement, et je l'ai expérimenté dans le dialogue avec Blair ou avec Schröder, je ne crois pas personnellement que la relation franco-allemande, lorsqu'on s'interroge sur sa qualité, relève de la différence des deux régimes parlementaires dans un cas semi-présidentiel dans l'autre. Sinon, les régimes existaient sous De Gaulle, face à Adenauer. Les différences de régime existaient sous Mitterrand, avec Kohl, ou même sous Giscard, et ça n'a pas empêché des relations franco-allemandes fécondes. Là, je parle moins du régime que de la culture. De la culture héritée du passé, avec cette idée du sauveur, qu'on a quand même bien vu pendant la crise, avec l'idée que les chefs d'État allaient sauver l'Europe. C'était eux qui étaient à la manœuvre. Je crois effectivement que si les chefs d'État, quelle qu'ait été leur couleur politique et le régime qu'ils incarnaient, ne s'étaient pas mobilisés comme ils s'étaient mobilisés face à la crise financière, je crois effectivement que la situation, et pas simplement pour l'Europe, mais au niveau international, aurait été beaucoup plus dramatique. Donc je pense qu'ils ont assumé leurs responsabilités. C'est les conséquences qu'on en tire maintenant dans la réforme du système financier qui ne sont peut-être pas suffisamment tirées. Brice Couturier. Au-delà du bonapartisme, parlons de la gauche, parce qu'il y a un problème qui traverse la gauche qui reflète aussi cette lutte entre bonapartistes et libéraux à droite. C'est le fait que il y a toujours eu une gauche étatiste, centralisatrice, parce qu'elle croit que l'égalité est au prix de pouvoir de l'État, et puis ce qu'on appelait la deuxième gauche, souvenez-vous, qui favorisait la société civile, qui pense qu'effectivement il faut décentraliser et que quelque part l'État peut être un frein au progrès. Vous étiez inscrit assez clairement dans la première gauche. Or, en lisant le portrait que vous faites de Napoléon, votre critique de l'étatisme, votre critique de la fonction publique, parce que vous montrez aussi que Napoléon est un militaire fonctionnalisé qui crée un énorme État bureaucratique et qui est soutenu à la fois par son armée et par cette énorme fonction publique. Vous m'apparaissez un peu plus deuxième gauche qu'on ne vous a connu au pouvoir. Oui, mais peut-être oubliez-vous que j'ai personnellement, quand j'étais devenu premier secrétaire du PS, dit que je ne me reconnaissais pas dans cette dichotomie entre la première et la deuxième gauche. Moi, je pense avoir été à cet égard plutôt un homme de synthèse, y compris parce que je partageais ces sensibilités. J'étais d'un côté aujourd'hui mitterrandiste, et puis à l'époque de la guerre d'Algérie, de la décolonisation, j'avais appartenu, jeune étudiant,
répudiant peut-être à cette deuxième gauche proche de Rocard. Donc je vivais ces sensibilités. Mais honnêtement, ces courants historiques, ces affluents historiques, ils existent dans la gauche et même peut-être au sein du PS. Mais je crois quand même que pour l'essentiel, la synthèse a été faite désormais. On n'en est plus là. Non, il ne me semble pas, non. Alors on vous sent tout de même un peu agacé, notamment dans la dernière partie du livre, ce qui s'appelle l'empreinte du bonapartisme aujourd'hui, par ceux qui sans cesse font référence à Napoléon ou à Bonaparte. D'ailleurs, faudrait-il chaque fois faire un distinguo? Il y a les bonapartistes et puis il y a les partisans de Napoléon. Et on vous voit citer Alain Duhamel ou encore Stéphane Rosès qui écrit comment, au fond, l'imaginaire bonapartiste joue encore aujourd'hui. Alors nous avons soumis cette petite phrase que vous écrivez, page 187, sur Stéphane Rosès, et voici au fond comment il se défend et comment il explique sa vision de Bonaparte au micro d'Antoine Beauchamp. Napoléon disait « Je suis de tempérament monarchiste et d'esprit républicain », c'est-à-dire qu'il essayait de faire synthèse dans la contradiction et l'inquiétude française qui est qu'est-ce qui nous assemble? Et donc, pour assembler la diversité, la dispute qu'incarne bien la tradition de gauche, autour, par exemple, dans la période contemporaine de la question sociale, et en même temps le fait de nous assembler, la prétention du Bonaparte historiquement, c'est de pouvoir opérer à lui seul ce dépassement par une projection. Alors le fait que Lionel Jospin s'y intéresse est la marque qu'il a le souci de revenir sur ce qu'est notre pays après sa défaite de 2002. Mais je dirais que de la même façon que c'est le peuple français qui fait la présidentielle, en ce que les candidats doivent rentrer dans l'imaginaire français pour en trouver les éléments de dépassement, eh bien, dans l'histoire de France, c'est la France qui fait Napoléon et non pas Napoléon qui fait une trace dans l'histoire, de sorte que on ne peut pas retenir la phase négative de Napoléon en son temps sans tout de suite être aspiré par la projection universaliste qu'il incarnait. Voilà, Stéphane Rosès, que l'on écoute, comme vous le savez, tous les lundis matins sur France Culture à 7h17. Alors, Lionel Jospin. Mais non, je ne suis pas du tout agacé par ceux que je cite, particulièrement quand je cite Alain Duhamel, que j'estime et qui est en plus un ami. Je voulais simplement dire que les références au bonapartisme ou à Napoléon continuaient à exister dans la politique politique. Oui, enfin, vous dites qu'on continue française. à se référer en France au bonapartisme de manière diverse, mais souvent flatteuse. On peut sentir que dans ce mail, il y a quand même une petite réticence, une petite critique. Il y a une description, mais Stéphane Rosès opposait à l'instant le tempérament monarchiste de Napoléon à son esprit républicain. Disons que si on regarde le parcours, le tempérament l'a totalement emporté sur l'esprit. D'autre part, il fait référence, il dit c'est la France qui a fait Napoléon. Oui, elle l'a accepté par un plébiscite, dont je rappelle quand même que, même si indiscutablement, il assurait la victoire des oui, mais enfin que... on a rajouté des oui, oui, c'est extraordinaire, parce que c'était oui pourtant. On en ajoute quelques millions quand même, bon, donc c'est pas non plus... Alors que c'était oui. Bon, alors que c'était oui. Donc ça montre ce que je disais tout à l'heure, c'était pas nécessaire d'aller si loin, en quelque sorte. Mais ce que je veux dire, c'est que si la France fait Napoléon à part un plébiscite, après un coup d'État qui lui a été imposé quand même. Vous rappeliez, Brice Couturier tout à l'heure, vous rappeliez l'épisode des 500. C'est ensuite Napoléon qui entraîne la France et qui l'entraîne dans une guerre contre toute l'Europe dont elle sortira épuisée, isolée, et malheureusement détesté, alors que c'était le moment historique d'un tournant fécond en Europe, où l'esprit des Lumières était répandu, où des forces faisaient écho au message de la Révolution française, à l'aspiration à la liberté, et Napoléon Bonaparte ne
mènera pas une politique d'émancipation, ne s'appuiera pas sur les patriotes italiens, sur les patriotes polonais, sur le parti de la réforme en Prusse qui existait. Goethe, moi, Fichte même au début, avant de tourner au nationalisme, en sont les expressions. Il ne s'appuiera pas sur ces formes de transformation contre les vieilles monarchies. Et il comprend très bien d'ailleurs, lui-même, rétrospectivement, qu'une telle politique aurait été possible, puisqu'il il s'invente dans ce rôle, dans le mémorial de Sainte-Hélène, des années après, lorsqu'il reconstruit l'histoire, ce qu'il a toujours fait. Il n'a pas simplement écrit cette histoire, il l'a aussi reconstruite. Voilà, mais rappelons cette phrase extraordinaire et qui fera plaisir à Stéphane Rosès sur la question de l'imaginaire, Napoléon Bonaparte. « Je n'agis que sur les imaginations de la nation. Lorsque ce moyen me manquera, je ne serai plus rien. » Oui, ce qui me paraît une des choses les plus intéressantes de votre livre Le mal napoléonien, Lionel Jospin, et que je suis extrêmement sensible, c'est quand vous expliquez, et vous le montrez très bien, comment Napoléon a trahi l'aspiration de la Révolution à s'appuyer sur les républiques sœurs, c'est-à-dire à transformer cette aspiration démocratique et libérale qui parcourt à l'époque toute l'Europe, se débarrasser des despotes, des monarchies, et entamer le même chemin que celui que la France venait d'indiquer au monde. Napoléon trahit ces républiques sœurs, les unes après les autres. Et finalement, il fait le jeu des monarchies en place, alors que l'aspiration à s'en débarrasser, encore une fois, parcourt toute l'Europe. Et ça me paraît une des caractéristiques de l'esprit français. Et je me demande d'ailleurs assez souvent, aujourd'hui, ce qu'il en reste. Regardez notre cynisme et notre ironie à l'égard de la révolution ukrainienne, pour ne prendre que celle-ci, ou des révolutions arabes au cours des années précédentes. Il y a maintenant une espèce de lassitude de la France à l'égard de ce rôle d'éclaireur, d'accoucheur des démocraties à travers le monde, qui m'étonne. Personnellement. Mais Lionel Jospin. Il faut quand même reconnaître, vous avez cité la Syrie et l'Ukraine, que les réalités politiques que présentent ces pays sont très complexes. Ce qui était le cas dans le premier mouvement de la révolution syrienne. Seules les forces aspirant avec le peuple à la liberté, à la démocratie, avaient dominé, mais elles ont été évidemment systématiquement écrasées par le régime de Assad. Nous ne les avons guère aidés. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que nous avons essayé, mais dans la réalité syrienne d'aujourd'hui, dans l'opposition, il y a certes les forces qui aspirent à la démocratie, mais il y a aussi les mouvements islamistes. Si vous regardez l'Ukraine, il y a aussi ce mouvement populaire extraordinairement fervent et courageux, mais il y a aussi des groupes nationalistes. Et donc, il me semble que pour les hommes et femmes d'État d'aujourd'hui, il faut quand même être capable de regarder les réalités en face. Il ne me paraît pas personnellement illégitime que le pouvoir russe se préoccupe des populations russophones en Ukraine. Je comprends même que M. Poutine soit attentif à la base de Sébastopol en mer Noire. Ce sont des réalités. Les liens historiques entre l'Ukraine et la Russie, on le sait, y compris au niveau du berceau de ce que fut le système tsariste, sont extrêmement importants. Mais qu'est-ce qui n'est pas acceptable ? Ce qui n'est pas acceptable, c'est la méthode, c'est la politique de la force. Et tant que les chefs... M. Poutine lui-même, le chef d'État russe, ne comprendra pas que désormais les armes de la puissance doivent être des armes rationnelles, éclairées, qu'en réalité il faut le dialogue face aux crises, il sera inquiétant. À mon avis, il échouera et il portera à l'intérieur même de son espace et de son propre pays des contradictions majeures. Donc, c'est l'esprit de dialogue, à mon avis, qui doit prévaloir, parce que l'Ukraine, elle est partagée, elle est double, que la Russie est là, que l'Europe est en même temps un espace auquel beaucoup d'Ukrainiens aspirent, et donc, soyons capables de poser les termes de contradiction.
Avec M. Poutine, c'est pas forcément aisé. Lionel Jospin, restez avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Mais peut-être pour terminer, est-ce que tout de même, vous êtes inquiet sur le cours de l'histoire européenne, voire de l'histoire française tel qu'il se déroule aujourd'hui? Vous mettez en garde à la fin, presque comme un essai, on pourrait dire, et ça n'est pas péjoratif, de morale politique, sur les régimes d'idéologie et politique. Vous dites que l'Europe, et particulièrement la France, dispose d'une riche et dramatique expérience historique. Elle doit nous prémunir contre les illusions de la démagogie, la logique du bouc émissaire et les dangers de l'autoritarisme. Est-ce que cela veut dire là, et vous dites que vous écrivez ce livre au fond en pensant au peuple que l'on malmène parfois ou à qui on promet des gloires sans lendemain? Vous pensez au peuple véritablement? On a l'impression que ce livre-là est adressé au peuple. Est-ce que c'est une manière de marquer une sorte d'inquiétude sur les temps présents? Il n'est pas anormal de ressentir des inquiétudes, effectivement, sur l'Europe et son destin. Mais puisque vous parlez du peuple, ce que j'essaye de poser aussi comme question, comme problématique à la fin de ce livre, c'est de dire, mais comment le peuple se constitue-t-il? Puisque nous sommes dans la tradition de la volonté du peuple. Dans un grand pays comme la France, le peuple ne peut pas se rassembler lui-même physiquement. Sa volonté ne peut passer que par des médiations, que par des représentants. La démocratie est forcément représentative. Alors, quels sont ces représentants? Est-ce que ce sont des avant-gardes autoproclamés? Il y en a existé dans le passé, y compris en Russie ou en Union soviétique. Est-ce qu'il s'agit de chefs charismatiques qui affirment qu'eux savent interpréter les besoins du peuple, ou bien est-ce qu'il s'agit des représentants que se donne ce peuple consciemment à travers des débats pluralistes? Mon choix est fait, vous le savez, il va dans le dernier sens, et je pense que c'est ce message que j'avais envie de donner à la fin de ce livre. À 8h40.